C'est aussi des enfants à qui on dit que ils vont pas forcément rester longtemps, ou alors des enfants qui sont fâchés avec la France. Et moi, ce que j'incarne, c'est la France. C'est l'éducation nationale, je suis la fonctionnaire. J'ai même des parents, je sens, qui ont été fâchés avec l'école et qui vont m'en vouloir, qui vont du coup être très agressifs. Et moi, je me retrouve là-dedans, j'ai 27 ans, c'est pas évident. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai 32 ans. Avant, je faisais du contrôle de gestion dans une ONG. Aujourd'hui, je suis prof de maths. Raconte-moi ton enfance et puis ta relation avec ta famille. Donc, je suis née à Dinard, en Bretagne, près de Saint-Malo, au bord de la mer. J'ai été la troisième enfant d'une famille de 4 enfants. Donc, j'ai un grand frère, une grande sœur et un petit frère. Et j'ai eu une enfance assez joyeuse. L'avantage de vivre dans une petite ville, c'est qu'on faisait beaucoup d'activités. J'ai fait un peu de musique, un peu de sport. Et j'avais une bonne relation avec mes frères et sœurs, avec mes parents également. Ça s'est un petit peu corsé à l'adolescence, mais globalement, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Tes parents, dis-moi ce que faisait ta mère et dis-moi ce qu'a fait ton père et a changé. Donc ma mère, elle a fait des études pour être institutrice. Elle l'a été quelques années et puis après, à partir de ma sœur, de son deuxième enfant, en fait, ils ont déménagé à l'étranger. Donc elle a arrêté à ce moment-là, mais elle s'est formée petit à petit et maintenant elle est conseillère conjugale et familiale et thérapeute familiale. Et mon père, lui, c'est un peu le chemin inverse. Il travaille dans l'hôtellerie, donc en direction d'hôtel, enfin réceptionniste jusqu'à la direction. Et en fait, quand il a eu 4 enfants, il s'est rendu compte que le rythme avec 4 enfants, c'était pas possible de travailler le week-end et d'être tout le temps d'astreinte, etc. Il est devenu prof d'hôtellerie, donc il est professeur au lycée hôtelier de Dinard. Tes parents étaient quand même un peu stricts. Raconte-moi ça. Oui, à partir de la fin du collège et surtout au lycée, j'ai été un peu en confrontation souvent. Mes parents étaient très exigeants sur les résultats scolaires, ils nous poussaient. Bon, c'est aussi le travers d'être une ancienne institutrice. Ma mère faisait très attention à ce qu'on ait des bons résultats. Elle voulait toujours le meilleur pour qu'on fasse des bonnes études, pour qu'on puisse choisir. Elle nous disait toujours ça. Et puis moi, à l'adolescence, j'avais d'autres envies. J'avais pas forcément envie de suivre le pas de mes frères et sœurs. Donc je voulais être toujours un peu différente. J'ai émis l'envie de partir. J'ai tout de suite dit, moi j'irai pas à Rennes faire mes études parce que c'est trop près de Dinard. Je partirai à Paris ou ailleurs. Et puis finalement, j'ai atterri dans le Nord. Je pouvais pas rentrer le week-end et moi ça m'allait très bien. Voilà, quand il y avait des soirées, il fallait absolument que mes parents viennent me chercher, j'avais pas le droit de rester dormir. Donc voilà, certaines consignes un peu strictes qui m'ont beaucoup pesé et du coup pas mal de je dirais pas engueulades, mais des paroles un peu fortes. Est-ce que tu penses que la place du milieu, c'est pour ça que t'as été un peu vers des trucs différents? C'est une bonne question, je sais pas si c'est vraiment ça, mais je sais que mon grand frère, l'aîné, il m'appelait toujours Sarah la 3e réparatrice. C'était le surnom dans la famille et ça m'énervait. J'ai jamais trop compris le sens, faudrait que je lui demande aujourd'hui, mais il disait que j'étais un peu la trublione, quoi, celle qui était différente des autres, que je faisais plus de bêtises, j'étais maladroite. Alors qu'en soi, aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai pas l'impression d'être si différente qu'eux. Mais il y a ça. Et puis après, assez vite, en fait, tous mes frères et sœurs, ils ont tous fait du tennis. L'été, on faisait un stage de tennis, on faisait un stage de poney. Moi, ça me gavait, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc j'ai dit à mes parents, non, en fait, vous allez pas m'inscrire au tennis. Moi, mon truc, c'est la natation. Et à partir de la 5e, j'en ai fait à haute dose. Et ça m'a vachement plu d'avoir mon activité à moi que personne d'autre faisait. Je pense que j'avais besoin un peu de me différencier, quoi. Bon, on va revenir sur l'école.
Donc, du début jusqu'au lycée, globalement, t'es bonne. Raconte-nous ta vie à l'école. Franchement, ça se passait bien. Moi, j'avais hâte d'aller à l'école. Je me rappelle que chaque année, le jour de la rentrée, c'était une super journée. Pas seulement de retrouver les copines, mais j'étais contente d'être en classe. Je me rappelle très bien de ma petite école primaire. Encore une fois, ces petites villes, tout le monde se connaît, on avait des bons rapports avec les maîtresses. Bon, c'était aussi l'avantage de passer après mon frère et ma sœur, c'était toute la fratrie, c'était facile. Arrivé au collège, ça se passe toujours bien, mais je suis toujours dans les 3-4 premières de classe. Mes copines aussi, on a un bon groupe, donc je pense qu'on se stimule un peu vers le haut. Je me rappelle de voyages scolaires, j'étais toujours à fond, très motivée. Je pense que j'étais un peu la petite élève qui pose toujours des questions, celle qui m'agace aujourd'hui en tant que prof, mais oui, toujours quand même très motivée, assez bien élevée, donc voilà, ça se passait bien. Après, assez rapidement, j'ai développé un très fort intérêt pour les maths et pour les langues. Le français, ça a jamais trop été mon truc. Je suis pas vraiment littéraire. J'aime bien lire aujourd'hui, mais je me rappelle avoir des résultats vraiment médiocres au lycée. Et donc au lycée, je suis allée à Saint-Malo. Là, il y avait un peu plus de concurrence, forcément plus de bons élèves. Là, je me suis vraiment mise à travailler en fait au lycée. Mais toujours dans une bonne ambiance. On était dans un cadre génial. Le midi, on sortait, on allait à la plage. Donc ça, c'était quand même ça change de Paris et de Gennevilliers aujourd'hui. Mais ouais, j'ai vraiment des bons souvenirs d'école. Des souvenirs de profs qui m'ont vraiment marqué, avec qui je discute encore aujourd'hui quand j'y retourne. Donc des bons rapports, quoi. Donc tu passes quel bac et qu'est-ce que tu fais après le lycée? Donc je suis allée en première S, première scientifique, spécialité maths au lycée. Et puis les questions d'orientation, ça m'a énormément tiraillée. J'étais vraiment pas bien en première terminale parce que je sentais que j'avais pas une voix qui se dégageait. J'ai beaucoup hésité, mais étant assez forte en maths, j'avais toujours ce goût pour les langues et pour l'histoire-géographie. J'ai opté pour une prépa école de commerce. Et en regardant les classements, les internats, parce que pour moi j'avais vraiment envie de partir en internat et j'avais un peu peur de Paris, et en même temps je me suis dit je veux pas être à Rennes, donc j'ai mis que des prépas loin de chez moi, et puis en dernier j'ai mis quand même Rennes au cas où j'avais pas les autres. Et puis finalement j'ai atterri dans le Nord à Douai, dans la prépa Saint-Jean-de-Douai. Ah, la prépa école de commerce, tu vis ta meilleure vie, tu m'as dit? Ouais. Vas-y, raconte-moi ce que c'est la prépa. Donc en prépa, là c'est le début de l'indépendance. Je quitte mes parents, je quitte Dinard, je quitte aussi mes amis du lycée. Ça fait quand même une vraie transition. Mais je me retrouve dans un super environnement pour travailler et pour être étudiante. En fait, c'est une prépa un peu différente des autres, où on vit tous en internat et on travaille ensemble très intensément, mais dans une bonne ambiance, et il y a pas mal d'activités, des week-ends, d'intégration et autres pour nous souder. Et donc je rencontre celles qui vont devenir aujourd'hui vraiment des très bonnes amies. Et puis en plus, je suis intéressée par les cours. Intellectuellement, je suis vraiment stimulée. J'ai des professeurs extraordinaires. Aujourd'hui, je me rends encore plus compte en étant prof qu'on a vraiment pendant 18 mois tellement appris. Et puis je commence à m'intéresser aux actualités, à ce que j'ai envie de faire plus tard. Et là déjà, je commence à m'intéresser aux relations internationales. Ça commence ouais, je sens que j'ai du plaisir à lire l'actu et à me renseigner sur les conflits, etc. Donc finalement j'intègre le SCP à Paris. Donc après 2 ans de prépa, je déménage à Paris. Je découvre la vie étudiante à Paris. C'est génial, très intense. Je m'engage dans plusieurs associations. Mais en fin d'année, je connais un vrai coup dur. En fait, j'ai enchaîné plusieurs événements, des soirées, pas trop de sommeil, avec un stage où j'ai vraiment enchaîné. Je suis revenue le dimanche soir et le lundi matin, j'étais attendue au bureau. Et le début du stage se passe super mal. Et en fait, je suis dans un engrenage, je dors plus, je suis au-delà de ma fatigue. Je fais un vrai burn-out qui me conduit carrément aux urgences psychiatriques. C'est mes parents qui décident de m'y emmener. Et je suis hospitalisée pendant 15 jours.
C'est encore une expérience traumatique. Enfin, ça a été vraiment hyper dur. Surtout parce que à ce moment-là, les médecins mettent pas vraiment de diagnostic, mais ils décident d'un traitement psychiatrique, enfin d'un traitement médicamenteux. Mais on ne sait pas vraiment ce que j'ai. Je me remets de cet épisode pendant plusieurs semaines. Je reprends ma vie. C'est en fait à la fin de la première année. Je reprends la deuxième année normale, la césure. Et juste à l'hôpital, du coup, tu dors en fait, qu'est-ce que tu fais? Ouais, en fait, au début, je dors parce que je suis sous traitement, je suis une vraie larve. Puis après, j'ai des visites l'après-midi, j'ai mes proches qui viennent un petit peu, j'attends que le temps passe, je regarde la télé comme des patients. Et puis surtout, je vois des fous autour de moi toute la journée. Et ça, c'est horrible. Je suis en dehors du réel, quoi. J'avais des paroles hallucinantes, ouais. Et ça a commencé dès lors que tu as manqué de sommeil ou ça a commencé à l'hôpital que tu avais des paroles un peu bizarres? Non, ça a commencé avant, parce que, pour que mes parents m'emmènent aux urgences, j'étais intenable et en fait, je sentais plus le chaud du froid. Quand je mangeais, j'avais l'impression que c'était brûlant, alors que ma mère me disait que c'était pas brûlant. Je voulais prendre un bain, mais je trouvais l'eau glaciale alors qu'elle était chaude. Enfin, c'était un peu irréel. Et donc, la vie continue tant bien que mal? Donc voilà, je reprends petit à petit goût à la vie. Au bout de quelques mois, je sens que le traitement me va pas. C'était un régulateur d'humeur et je l'accepte pas. Donc je vais trouver une autre psychiatre pour abandonner ce traitement qui me suit. Tout se passe bien. Je suis mes études. En 2013, dans mon année de césure, je pars au Bénin. Pour une petite association humanitaire, on va dans un village, on s'occupe d'enfants, on visite la prison tous les jours et là c'est vraiment une expérience qui a bouleversé ma vie. Donc qu'est-ce qui t'a plu au Bénin dans la mission humanitaire, tu penses? En fait, c'était une expérience assez intense parce qu'on vivait dans des conditions très très simples, sur des matelas limite par terre. On avait des coupures d'électricité matin et soir. Parfois, on n'avait pas d'eau. Donc, ce côté vraiment roots, moi, m'a déjà beaucoup plu. Et pendant 2 mois, j'étais vraiment... je pensais pas du tout à moi. Il y avait pas les sorties, les copains. Alors si, on était un petit groupe de volontaires, une dizaine. Mais je suis vraiment allée au contact de la population. J'avais ma routine tous les matins, j'allais donner des cours en fait à des femmes en prison, des femmes qui étaient analphabètes, qui avaient envie d'apprendre les maths, le français. Mais on sentait qu'on était aussi là juste pour les visiter parce qu'elles avaient le droit à aucune visite autre que nous. Et puis l'après-midi, j'étais dans un orphelinat où on devait aider les collégiens à préparer leur BEPC. Donc c'est l'équivalent, on va dire, du brevet, mais un peu plus facile pour eux. Et c'était, on était vraiment dans le concret, quoi. Et ce côté social, je me sentais complètement à ma place. J'appréciais cette simplicité, j'en avais rien à faire de comment je m'habille, à quoi je ressemble. On oubliait toute coquetterie. Il y avait, on était dans le qui es-tu et qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Et moi, ça m'allait vraiment. J'ai senti que, petit à petit, j'avais presque envie de rester au Bénin. Alors j'étais en plein cursus d'études, mais je me suis dit, ok, plus tard, j'ai envie de travailler pour ces organisations qui font ça c'est leur métier, de venir en aide. Et puis ça m'a aidé aussi à comprendre l'aide au développement, mais ça a été un peu un déclencheur. Ça marche. Et donc, tu m'as dit que juste après ça, tu pars aux States? Alors là, gros changement parce que je me rappelle, je suis revenue le 3 août du Bénin et je suis repartie le 12 pour les États-Unis. Donc un peu l'extrême inverse. Là, j'arrive en Caroline du Sud, à Columbia, où il fait chaud, mais c'est la climatisation partout, c'est l'opulence, les fast-food, déjà le switch, il faut que je parle anglais toute la journée, et puis en plus le début du semestre, ils veulent un peu nous en mettre plein les yeux à l'université, donc ils nous organisent un super week-end d'intégration, et là, mais je me dis, qu'est-ce que je fous là, puis après je me dis non mais quand même j'ai choisi ce diplôme, mais la transition a été super dure. Et attends, Columbia, t'es partie en échange avec l'ESCP? Oui, c'était un double diplôme ESCP, Université de Caroline du Sud. Ouais. Et c'était en fait une année à la fois en business, mais un peu élargie à d'autres secteurs comme l'économie, la géopolitique. C'était un petit peu plus ouvert, on va dire, que des cours d'une business school classique.
Et c'est ce que je voulais aussi parce que j'avais déjà l'idée de bosser, de travailler dans le secteur des ONG, politique internationale, ça m'attirait. Ça marche. Donc tu fais cette année aux États-Unis. Alors comment tu vis cette année aux États-Unis et après qu'est-ce qui se passe? Bah franchement c'était une année géniale dans un campus comme on voit dans les films, voire même mieux parce que l'avantage de Columbia c'est une ville qui est située à 2 heures de la mer et à 2 heures de la montagne, donc les week-ends étaient bien occupés. Les professeurs venaient du monde entier, donc j'ai rencontré des personnalités extra. Certains cours étaient pas non, ça je vais pas le dire, mais et puis, peu à peu, je commence à creuser mon projet professionnel. Et là-bas, c'est un peu les rois du networking. Donc, on me donne des contacts, j'interviewe des gens qui sont à New York, à Washington. Je commence à me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Les États-Unis, je connaissais déjà bien parce que ma marraine est américaine. Et en fait, j'entends parler de la possibilité d'y rester pour travailler 1 an avec mon visa étudiant. Et un peu du jour au lendemain, je me dis bon bah allez, c'est l'occasion. Je vais pas rentrer tout de suite alors que j'ai la chance d'avoir un visa aux États-Unis. C'est pas le cas de tout le monde, donc je commence peu à peu à chercher du boulot. Mais par contre, je déménage, je pars vers Washington, donc l'été 2014. Et après des soirées entières de networking, beaucoup de CV envoyés, de la détermination, il en fallait. J'ai trouvé un job dans une ONG américaine. Un lobby américain qui travaille sur les sujets de pauvreté. Et moi, je travaillais sur le microcrédit dans une équipe internationale avec des Mexicains, des Espagnols. Enfin, c'était très très riche. Et on organisait un événement international tous les ans. Donc, j'étais dans l'événementiel et sur le terrain encore très active, mais en parlant français, anglais tous les jours. C'était vraiment passionnant. Le travail à l'américaine, pas ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu penses à ce moment-là, du travail à l'américaine et ta vie à Washington? Donc j'ai travaillé pendant presque 2 ans dans cette boîte américaine où c'est assez différent en fait les rapports aux collègues. Déjà le rythme est très différent, on arrive plus tôt, la pause déjeuner elle est très courte, souvent les gens déjeunent à leur bureau. Moi je vais essayer de créer un peu de convivialité là-dedans parce que ça me va pas quoi. Après avec la moitié de mes collègues étaient étrangers, hein, donc il y a heureusement d'autres qui déjeunent avec moi le midi, mais on finit plus tôt. Après en termes de relationnel, les Américains sont plus faciles d'accès, ça c'est quand même très agréable et c'est quelque chose que j'essaie de conserver parce que je pense qu'on en a besoin dans notre vie quotidienne. Et puis Washington, c'est une ville assez étonnante parce que c'est un centre international à la fois pour les lobbies, le politique américain, mais pour les ONG, la Banque mondiale, enfin c'est quand même très prégnant. Et puis il y a toutes les ambassades du monde. Donc moi, quand je sors le soir, je suis entourée de stagiaires d'ambassades. Enfin c'est passionnant. Je me sens hyper bien parce que je comprends que les gens autour de moi ont les mêmes intérêts, les centres d'intérêt que moi. Et c'est assez fascinant en fait d'être dans cette ville et de comprendre encore mieux les enjeux politiques internationaux directement. Et donc là, par contre, 2015, donc qu'est-ce qui se passe? Au bout de combien de temps et qu'est-ce qui se passe? Du coup, je travaillais dans cette ONG depuis un peu plus d'1 an, 1 an et demi, et en fait, au mois d'octobre 2015, je commence à avoir un gros coup dur, un coup de déprime. Ça survient un peu après beaucoup d'allers-retours pour la France, pour des mariages, enfin pour le boulot. J'avais beaucoup de décalage horaire, donc j'avais du mal à retrouver mon sommeil. Je sens la fatigue s'accumuler. Je sens que je suis un peu au bord du burn-out. Et puis en fait, les choses vont escalader la nuit d'Halloween. Je vois du noir. Mes colocs me disent, comprennent qu'il se passe quelque chose et que ça va pas. Et là, je retourne en fait chez des amis de mes parents qui m'avaient hébergée au tout début, qui vont prendre soin de moi pendant 3-4 jours, mais très rapidement, les choses, je replonge dans l'irréel. J'ai des hallucinations, j'ai l'impression d'être surveillée. Et puis alors ça aide pas parce qu'à Washington, il y a tout le temps des hélicoptères et des sirènes. Et à chaque fois que j'en entends, je frémis, j'arrive plus à dormir, j'ai l'impression que tout le monde me veut du mal, donc voilà, je bascule dans la paranoïa. Et en fait, je rentre un peu d'urgence aux États-Unis,
je rentre d'urgence en France où je dis à mes parents que ça va pas. À ce moment-là, je suis pas hospitalisée tout de suite. J'arrive à me calmer. Je vois ma psychiatre qui arrive à peu on met des mots et je prends un arrêt de travail de 2 mois. Je me repose principalement. J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais il y a toujours l'épisode de 2011 qui revient un peu en écho. Et puis je décide de repartir aux États-Unis parce que j'ai envie d'y retourner. J'ai mon boulot qui m'attend, ma coloc, j'ai ma vie là-bas. Donc j'y retourne début janvier 2016. Et là, en fait, j'arrive et au bout de 2 jours, je repars. Je sens que je suis pas bien et que je vais replonger dans un engrenage. Donc je reviens à nouveau en France et là cette fois-ci c'est mon dernier retour parce que j'ai déménagé toutes mes affaires. Enfin ça a été un peu compliqué. Et en arrivant en France en janvier 2016, je dis à mes parents qu'il faut que je sois hospitalisée, je suis pas bien. Donc c'est de moi-même, je vais aux urgences, mais cette fois-ci à Saint-Malo. Et je suis hospitalisée pendant 2 semaines, 2 semaines à nouveau, dans un cadre très différent de Paris, avec une psychiatre qui, j'ai tout de suite un déclic, je sens qu'elle va chercher à comprendre parce que là, mon parcours de santé est trop bizarre. Elle n'arrive pas à mettre les liens, donc elle me fait passer beaucoup d'examens, et notamment une IRM. Et alors, je suis hospitalisée mi-janvier, mais l'IRM n'arrivera que mi-mars, parce qu'à Saint-Malo, il faut attendre 2 mois quand c'est pas une urgence. Et en fait, cette IRM, elle m'a sauvée parce que ils ont tout de suite vu que j'avais une tumeur au cerveau. Et là, ils se rendent compte que, à l'image, on la voit, il y a une balle de ping-pong, 5 cm de diamètre, dans mon lobe frontal droit. Donc, dans la zone qui régule notamment les émotions. Et cette tumeur, en fait, a grossi au point d'influencer mes comportements. Et tous ces épisodes maniaques et ces burn-out à répétition étaient liés à ça. Et ce qui est fou, c'est que en 2011, du coup, parce que c'est quand même venu après que tu manques de sommeil. Ouais. Donc en fait, elle se réveillait. Comment t'expliques ça? C'est qu'elle se réveille après que toi, t'aies un déficit? Je pense que j'alternais un peu les phases euphoriques de très bonne humeur, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis très énergique, à énorme down. Je pense que naturellement, je suis quelqu'un d'assez actif. Ouais. Ça n'a pas changé aujourd'hui, je le suis toujours. Mais là, j'allais dans des extrêmes, j'allais au bout de mes forces, quoi. Et du coup, ça retombait aussi tout en bas, quoi. Ok, donc tu as cette tumeur, donc qu'est-ce qui se passe? Tu te fais opérer Du coup, le diagnostic en mars 2016, ça vient en fait comme un soulagement. Pour la plupart des gens, ça a fait très peur, les mots de tumeur au cerveau. Mais moi, je suis libérée en fait. Enfin, on a trouvé ce que j'ai. Et en plus, c'est pas une maladie psychiatrique. Donc pour moi, pour mes proches aussi, c'est vraiment une libération. À l'image avec l'IRM, au début, ils pensent que c'est une tumeur bénigne et en fait, je vais être opérée, une énorme opération de 6 heures à Rennes. Et là, après, l'anapathe trouve que c'est en fait un grade 3, donc un petit peu plus grave, un peu plus que prévu. Donc, je vais enchaîner 1 mois de radiothérapie, puis 6 mois de chimiothérapie. Mais le traitement se passe assez bien pour le coup. J'ai été vraiment suivie à Rennes. J'étais donc chez mes parents. Je suis restée au total presque 1 an en Bretagne. J'ai bien supporté la chimiothérapie et puis encore une fois, je revivais après des années un peu difficiles. Je remonte la pente. J'ai aussi beaucoup de soutien, donc ça se passe plutôt bien. Et puis en fait, au bout de 6 mois de chimiothérapie, mon oncologue me dit que je peux recommencer à travailler si je le souhaite. Donc je commence à rechercher du boulot. Et à la fin, ils me disent en fait, il faut continuer la chimio. On veut être sûr de l'avoir éliminée. Donc je repars pour 6 mois de chimio. Ça a été un peu long, mais bon, je m'en suis sortie et je retourne à Paris, donc je déménage, j'en avais un peu marre d'être chez papa et maman. Et j'arrive à Paris en 2017, janvier 2017, pour un nouveau boulot dans une ONG française cette fois-ci. Parce qu'à ce moment-là, tu veux plus retourner aux States? Mon boulot aux États-Unis s'est terminé en janvier quand j'ai décidé j'ai démissionné parce que je sentais que j'allais pas pouvoir revenir.
Et puis à ce moment-là, je suis encore un peu fragile. Enfin, je suis encore en traitement en France en plus, donc j'aurais pas pu partir. Mais je sens que j'ai besoin de me stabiliser plutôt proche de mes familles, de mes amis, ma famille. Ouais, donc je reste à Paris. Et donc tu trouves un taf dans une ONG. ONG française, donc je travaille surtout sur le suivi financier. Je fais du contrôle de gestion, mais sur des projets à l'étranger. Donc dans une équipe très sympa, très jeune. Voilà, je retrouve un rythme aussi, parce que quand on est arrêté 1 an, c'est pas forcément évident. Mais c'est un boulot de bureau. J'enchaîne 2 CDD. Et puis, je sens que j'ai envie de partir loin, partir sur le terrain, retrouver un peu mon expérience du Bénin. Et puis, je me dis, si j'ai envie de faire carrière dans l'humanitaire, il faut un moment aller sur le terrain. Je suis jeune, je suis mobile, j'ai envie d'y aller. On me propose un boulot à Kinshasa. Et là, moi, je suis très enthousiaste, un peu tête brûlée, j'ai envie d'y aller. Parce qu'en plus, professionnellement, les projets m'intéressaient. J'en parle à mes parents, puis ma mère, pas très rassurée, me dit il faut peut-être que t'en parles à ton médecin, que je voyais tous les mois encore à cette époque-là. Et quand je lui en parle, ma médecin est assez réticente et me dit moi à votre place je n'irai pas, c'est une très mauvaise idée Kinshasa, vous êtes dans la période post-tumeur, c'est encore trop récent. Moi je vous conseille d'aller soit dans un pays développé, soit en Europe de l'Est ou... Et donc là, coup dur. Donc en plus, mon CDD se termine, donc j'ai pas de boulot. Et je me mets à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je suis un peu fatiguée de cette année parce que j'ai beaucoup travaillé pour cette ONG. J'ai fini mes traitements. Je suis en train de tourner la page de la maladie. Je prends quelques mois pour réfléchir. Je pars voyager avec une amie. Voilà, je prends vraiment du temps. Et puis, je me renseigne sur des organisations en France. Je me dis, bon, si je peux pas faire du terrain à l'étranger, je vais peut-être en faire en France. Et je sens que j'ai envie de travailler pour les autres, soit dans l'humanitaire, soit dans le social. Je réfléchis à me reconvertir, à vraiment changer de métier. Quand j'étais petite, je voulais être psychologue dans l'armée ou à l'école, psychologue scolaire. Donc, je commence à me renseigner sur plein de parcours de formation. Et puis j'entends parler en fait d'une association qui s'appelait à l'époque Teach for France, qui s'appelle aujourd'hui Le Choix de l'école, qui aide et qui accompagne des jeunes gens qui voudraient être enseignants, qui se destinaient pas à être enseignants, mais qui ont fait des études, qui ont un bon bagage académique et qui veulent être profs notamment en éducation prioritaire. Comment on te parle du Choix de l'école ? En fait, c'est une fille qui était dans ma promo de l'ESCP. On avait des amis en commun et c'est eux qui me parlent d'elle et qui me disent mais tu sais elle a franchi le pas, elle est prof depuis 1 an, elle adore ce qu'elle elle a changé de tout au tout, elle avait un boulot dans le conseil je crois avant, elle est passée prof de maths à Saint-Denis. Tu devrais la contacter, aller la voir parce que vraiment elle adore et puis autour de moi, tout le monde me dit mais carrément, je te vois vachement être prof, mais oui, on sent, t'aimes les enfants. Ça commence à faire son petit bonhomme de chemin, j'en parle un peu avec mon père qui est enseignant, ma mère. D'une certaine manière, le fait que mes parents aient été profs, j'avais du coup quand même une bonne image des profs. Je savais ce que le métier impliquait et ils m'ont un peu aussi transmis, ça je le savais même avant de devenir prof, le goût de transmettre aux autres et d'être avec des plus jeunes. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup à la maîtresse avec mes frères et sœurs, mes cousins, donc je pense que ça a certainement joué dans mon enfance et je pense aussi que ils ont été du coup très compréhensifs et ils ont bien accueilli ma décision. Là où j'ai des camarades d'école de commerce, leurs parents n'auraient pas très apprécié qui changent de parcours et deviennent enseignants. Et puis je contacte donc Aude, mon amie qui est aujourd'hui mon amie, qui était prof de maths à Saint-Denis, qui m'accueille dans sa classe. Donc je vais passer une journée avec elle. Et là, j'observe les élèves, j'observe les interactions qu'elle a avec eux, comment ça se passe. Je vois aussi les changements entre le collège d'aujourd'hui et celui que moi j'ai eu en Bretagne il y a 20 ans. Ça a quand même pas mal évolué. Et je sors de cette journée, mais
hyper enthousiaste, vraiment emballée, et elle me dit mais vraiment postule pour ce programme. Donc c'est un programme de 2 ans, c'est assez engageant, mais au moins on te forme, on t'accompagne pendant les 2 ans et c'est dans le public. Donc pour moi c'est ça qui me fait sens, c'est être prof en banlieue, dans des zones compliquées, des zones que je connais pas, parce que moi j'habite à Paris, j'ai habité à Washington, mais j'ai jamais bien connu toutes ces quartiers défavorisés dont on parle à la télé. Mais je me dis ça peut être ce projet qui fait sens. Je postule et puis j'atterris donc au choix de l'école en juillet 2018. Donc comment se passent les 2 ans de formation ? Donc 1 mois de formation assez intense sur c'est quoi être prof, c'est quoi l'éducation nationale et les 50 000 sigles qu'on va apprendre petit à petit. Et puis une formation aussi disciplinaire en mathématiques. Parce que du coup j'ai choisi les mathématiques. J'ai beaucoup hésité avec l'anglais, mais finalement je me suis portée sur les maths. Et j'arrive en septembre dans un collège à Asnières-sur-Seine. Et la première année elle est difficile. Elle est très dure, j'ai 4 classes de 4e, 1 classe de 5e. Je découvre un métier, enfin c'est vraiment un métier et même je dirais plus une vie, un nouveau rythme. Je me lève très tôt, j'ai eu 3 quarts d'heure de transport. C'est pas mal de bouleversements au début, des élèves de 4e qui me poussent dans mes retranchements. Et puis alors autant j'ai des collègues enseignants avec qui ça se passe très bien, mais avec d'autres CPE et avec la direction, il y a beaucoup de conflits dans cet établissement. Et peu à peu, je dors moins, je suis irritable. Vraiment, ça a été une année où, heureusement que le choix de l'école m'a accompagnée. J'ai eu beaucoup de coups durs et ils ont été là, mais plusieurs fois pendant l'année. Le fait de les avoir au téléphone, de les voir régulièrement, ils m'ont vraiment soutenue. Et puis ensuite, ils m'ont aidée à progresser, à découvrir le métier, à trouver aussi les sujets sur lesquels j'avais envie de travailler. C'est à la fois, ça a été une communauté de soutien, mais aussi une super école de formation. Donc oui, je leur dois beaucoup aujourd'hui en tant que prof. Et attends, zone prioritaire, qu'est-ce que ça apporte comme difficulté ? Oui, alors en fait, la première année, donc c'était un collège REP. Ce qui veut dire, c'est des enfants en fait qui viennent souvent de familles soit qui ont très peu d'éducation, qui a très peu de suivi à la maison, des parents qui travaillent beaucoup, qui sont parfois analphabètes ou qui parlent pas bien français. Donc des enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes, qui vont pas avoir cette discipline de travail personnel. En fait, c'est des familles. Il y a de tout, hein. Là, j'ai pas envie de faire des généralisations. Il y a des parents qui veulent pousser leurs enfants, qui ont envie qu'ils fassent des études, qui ont envie que leurs enfants réussissent mieux. Mais il y a aussi des grosses inégalités filles, garçons. Moi, j'ai encore des élèves qui me disent, moi, je peux pas travailler le soir parce que il faut que j'aide ma mère à cuisiner, je fais le ménage, etc. Alors que les garçons font rien. Donc voilà, des milieux familiaux complexes. Et ça, je les découvre au fur et à mesure, mais je sens à quel point ça a un impact sur leur scolarité. C'est aussi des enfants à qui on dit que ils vont pas forcément rester longtemps, ou alors des enfants qui sont fâchés avec la France. Et moi, ce que j'incarne, c'est la France. C'est l'éducation nationale, je suis la fonctionnaire. J'ai même des parents, je sens, qui ont été fâchés avec l'école et qui vont m'en vouloir, qui vont du coup être très agressifs et moi je me retrouve là-dedans. J'ai 27 ans, c'est pas évident. Parfois on me demande des conseils en parentalité, à part leur dire de planquer le portable de leurs enfants, je me sens pas légitime dans ce rôle-là, donc c'est pas évident. Après, ce qui est très compliqué, c'est le rapport à l'autorité. Et en 4e, c'est la crise d'adolescence, et il y en a qui me font partir au quart de tour et qui m'agacent fortement, et j'y repense plusieurs fois dans la journée. D'autres qui me font beaucoup rire. Voilà, c'est parfois un plaisir, parfois un désastre, ça dépend quoi. En plus, moi les mathématiques, c'est pas forcément facile pour motiver les élèves. Donc voilà, petit à petit, j'essaie de trouver soit sur le contenu, des activités pour essayer de les accrocher, de les encourager à travailler.
Je travaille beaucoup avec les parents, avec les autres collègues pour je pense que vraiment le travail en équipe est ultra important pour faire réussir les élèves. Mais oui, parfois on rame, on est souvent découragé. J'ai eu des épisodes vraiment compliqués, des incidents qui marquent à vie, des insultes, etc. Mais il faut réussir à y retourner le lendemain. Et malgré ça, je suis quand même passionnée par ce que je fais. Comment tu trouverais le moyen de justement, de ton point de vue prof, parce que là, toi, t'es première ligne vraiment, je pense, que ça se règle. Soit ce problème avec la France, soit... comment toi, tu vois ça de ton point de vue, oui. que les choses peuvent se régler, parce que moi, j'en sais rien à l'extérieur. En fait, tous ceux qui prennent des décisions, ils n'en savent rien, mais toi, t'es vraiment première ligne de ça. Moi, j'ai vu parfois des initiatives où je sens que ça marche. Là, récemment, je suis partie en voyage scolaire en Bretagne avec des élèves de mon collège de la 5e à la 3e, un groupe d'élèves qui faisait allemand, parce que c'était un échange franco-allemand, où des élèves allemands sont venus et on s'est tous retrouvés en Bretagne. Et en fait, j'ai vu des élèves, mais avoir les yeux briller juste en regardant la mer. Et je me suis dit, mais il y a un souci. Ils sont bloqués dans leur tour de Gennevilliers, dans leur cité. Ils n'ont pas accès à ça. Et des plaisirs très simples et gratuits. Là, il y a le transport d'aller jusqu'en Bretagne. Mais pendant une semaine, j'ai vu des élèves se révéler. Et on a eu des échanges. Vraiment, j'ai pu créer des liens qui sont très difficiles à créer avec certains élèves dans une salle de classe en cours de mathématiques. Donc là c'est le cas du voyage scolaire, c'est peut-être une initiative coûteuse et qui demande de l'énergie, etc. Mais en tout cas j'ai vu l'impact sur ces enfants. Je pense à une autre initiative, je sais que dans mon collège cette année, enfin même depuis plusieurs années, il y a des cours de français pour les parents et on incite les parents qui sont disponibles et qui parlent pas français à venir pour peu à peu maîtriser la langue. Et en fait, on se rend compte que via des cours de français, on va leur parler d'autres sujets, comme on a fait une intervention sur les réseaux sociaux pour aider les parents à gérer les réseaux sociaux de leurs enfants, entre guillemets, en tout cas être au courant des dangers, des risques, des opportunités qui y sont, mais pour que eux, à la maison, ça se passe mieux. Et donc, ces cours de français, ils sont gratuits. Ils sont financés par l'établissement et par des professeurs qui se mettent à disposition. Mais je suis sûre que ça aide en fait ces familles à s'intégrer. C'est un moyen. La langue française, c'est nécessaire. Et là, c'est parce qu'on les a prises par la main. Moi, je l'ai dit une fois en rendez-vous parents. J'avais un élève qui traduisait à sa maman. Et en fait, déjà, c'est très compliqué de faire le bilan du trimestre d'un élève à une maman, et on sent que l'élève, il peut dire ce qu'il veut, en fait. Bon, il se trouve que c'était un bon élève, donc j'étais pas très inquiète. Mais je me dis, ça serait quand même plus simple si on pouvait communiquer. Donc, je lui ai parlé des cours de français. Elle y est allée la semaine d'après, et vraiment, je pense que c'est des petites initiatives locales. Là, moi, je sais qu'à Gennevilliers, on travaille beaucoup avec la mairie. Il y a plusieurs projets de ce type-là qui sont faits dans les écoles primaires, dans le collège, et je pense que ça peut vraiment bénéficier. Je pense qu'un des gros problèmes dans les cités, c'est les vacances scolaires. En France, on a beaucoup de vacances et on a beaucoup de chance en tant qu'enseignant, mais les élèves, pour beaucoup, c'est 2 semaines dans la rue. C'est 2 semaines dans la cage d'escalier de leur immeuble et ils vont pas faire grand-chose, et souvent, c'est dans ces moments-là qu'ils vont être récupérés par des plus vieux et il va se passer des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Dans plein de collèges, il y a des dispositifs pendant les vacances, le mercredi après-midi, pour des activités pas forcément scolaires, mais moi j'ai fait des ateliers jeux de société pendant ces quelques jours pendant les vacances, et en fait ça fait plaisir de voir des élèves dans un autre cadre du cadre scolaire, parce que même si on est dans le bâtiment du collège, on va faire, alors là il y avait de la couture, il y avait des travaux manuels, et je pense que c'est vraiment nécessaire de les occuper, ces enfants, plutôt que qu'ils traînent, et ça rend service aux parents, ça rend service aux enfants, donc je pense qu'il faut vraiment maintenir ces projets-là. Quel est ton regard sur tes 5 années ? Ma première année, j'ai eu un événement qui a bouleversé mon année et qui m'a poussée à continuer. J'étais prof principale d'une classe et ils ont su la date de mon anniversaire. Ils m'ont organisé un goûter d'anniversaire surprise. On devait avoir cours. Je suis rentrée dans la salle, ils étaient tous dedans et ils avaient organisé un banquet avec des gâteaux, des boissons, et
Et c'était incroyable. Ça m'est pas arrivé depuis, mais vraiment le sentiment de joie intense. Et pendant 1 heure, on a rigolé, on a dansé, et c'était vraiment un très très beau moment. La deuxième année, je suis arrivée à Sarcelles, dans un établissement cette fois-ci REP+, donc on va dire dans un milieu encore plus défavorisé, mais un établissement où je me suis vraiment épanouie. Avec un meilleur travail en équipe et où j'ai vraiment progressé en fait professionnellement, je l'ai senti. Cette année-là, je passe le CAPES, mais cette année-là, c'est aussi le confinement. Donc je découvre l'enseignement à distance. Donc mes 2 premières années, elles ont vraiment été très différentes. J'obtiens le CAPES, je dois devenir stagiaire et là, on m'envoie en lycée alors que j'avais demandé à être au collège. Donc j'apprends le 28 août que je suis nommée dans un lycée hyper loin de chez moi. Ça a été très compliqué. J'ai pu faire un recours finalement. J'ai été quand même dans un lycée mais à Clichy, moins loin. Et là je me mets à découvrir la réforme du bac parce que ça venait de passer. Je découvre 3 programmes, seconde, première technologique et terminale. Heureusement encore une fois, très bien entourée par des collègues, aidée. Alors là, j'avais plus le choix de l'école, en fait. L'accompagnement s'est terminé cette année-là. Donc je survis à cette année de stage encore à moitié à distance parce que c'était l'année post-confinement avec encore pas mal de bouleversements et de plans, de protocoles sanitaires. Et je demande un poste dans le collège Guy Môquet à Gennevilliers où j'ai atterri du coup l'année dernière. Et là, c'est ma 2e année. Donc je suis maintenant enfin titulaire de poste, mais donc quand même, faut se dire 4 ans, 4 établissements, c'est aussi très fatigant de changer d'environnement. C'est comme si on changeait d'entreprise, mais en plus avec des nouveaux différents, des collègues et des fonctionnements d'établissement très différents. Donc cette année, j'étais très contente et très heureuse de recommencer dans le même établissement. Je pense que le fait d'avoir été malade et d'avoir frôlé aussi la mort à certains moments et d'avoir pris conscience de la chance que j'avais d'être en bonne santé après coup, ça m'a poussée à profiter et à saisir toutes les occasions. Et je pense que j'aurais pu hésiter, être un peu frileuse avant de faire le choix de partir dans l'enseignement, ce qui pouvait paraître très éloigné de mon parcours. Et en même temps, au moment de prendre la décision, je me suis dit, allez, il faut foncer. C'est une occasion qui se présente à moi. Voilà. Je pense que j'ai été un peu plus rapide à me décider qu'avant. Est-ce que tu te vois prof pendant longtemps ? Chaque année, je me repose la question, est-ce que c'est le métier que j'ai envie de faire ? Et je sens que je suis contente de me lever le matin. J'ai envie de continuer mon apprentissage. En fait, je sens que je progresse peu à peu. Chaque année, je me dis qu'il y a encore des choses à creuser, notamment sur la didactique, les mathématiques, sur la pédagogie. Et je sens que j'ai trouvé ce que je cherchais au moment de changer de métier, un métier très concret où chaque jour est complètement différent, il se passe des nouveaux événements, j'ai aucune routine. C'est un travail en équipe parce que je travaille beaucoup avec les autres personnels de l'établissement et puis j'ai à cœur d'aider mes élèves, je sens l'impact de mon travail dès le lendemain. On sent parfois que les élèves ont des petits déclics. Alors c'est pas des grands virements de bord parce qu'à cet âge-là, leur vie elle change peu, mais on peut sentir qu'un élève va aimer les maths un petit peu plus ce jour-là. Quand moi, rien que de voir l'élève qui comprend, on le voit hein, dans son regard, et ça, c'est pas tous les jours, mais ça fait beaucoup de bien. Quand je prépare un cours et que je mets du temps, je me questionne, c'est très agréable en fait de mettre en œuvre très rapidement, alors qu'avant, parfois je travaillais sur des projets qui duraient des mois, etc. Il y avait un peu moins ce côté impact immédiat. Et puis en fait, le fait de travailler dans l'humain, ça change beaucoup aussi des tableurs Excel et des PowerPoint. C'est passionnant. Moi, ce qui me marque et ce qui est le plus gratifiant dans mon métier aujourd'hui, c'est parfois les élèves nous disent merci ou les parents qui comptent sur nous et quand ça se passe mieux, du coup, qui nous remercient au bout d'un certain temps, qui savent que on galère, mais qu'on a réussi à mettre des choses en place et ça c'est impressionnant, c'est très touchant. Donc voilà, pour cette raison-là, j'aurais envie de rester prof pendant longtemps.
Après, quand je regarde mon début de carrière, mes études et même mon fonctionnement, je sais que j'aime bien changer. J'aime bien progresser et changer d'environnement je me pose peut-être la question dans plusieurs années, mais de passer le concours pour être chef d'établissement. C'est un métier qui m'intéresse aussi dans l'éducation nationale. Après, je disais toujours en commençant, de toute façon, je pense que je vais pas rester longtemps fonctionnaire et dans l'éducation nationale. Bon, là, ça fait 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans, on verra bien. Non, je me dis parfois que j'ai envie de retourner aussi dans l'humanitaire, donc je sais pas. C'est très difficile. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.